Salut à tous, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui nous allons en Floride pour parler d'un petit Frenchie. Et oui, un Frenchie de playoff. Et en médaille de bronze au championnat du monde. Et oui, évidemment, c'est Evan Fournier qui, avec son équipe d'Orlando, était la surprise, l'invité surprise des playoffs de la conférence Est. Ah ben c'est sûr, hein, aujourd'hui ça peut paraître évident, mais c'est vrai qu'il y a un an, on imaginait mal le Magic faire un step aussi important qu'accrocher la 7e place à l'Est. C'est même pas à l'arrache en étant 8e. Ils ont laissé cette place-là aux Pistons. 42 victoires, donc il y a une très belle 7e place pour qui les envoie en playoff. Ils ont affronté Toronto. Et ils ont même pris le premier match là-bas avant d'exploser sur les 4 prochains matchs. Ouais. Une saison l'année dernière pleine et réussie. Oui, tout à fait pleine et réussie, surtout du côté défensif, puisque l'arrivée de Steve Clifford a changé pas mal la donne au sein de la franchise. Ça aussi, on parlait de ça avec Minnesota, du côté calme dans une franchise. Evan nous a clairement dit cet été que Steve Clifford avait, et au sein de la franchise aussi, ils avaient fait le table rase du passé et que maintenant tout était mieux. C'était la première fois que la franchise revenait en playoff depuis la fin de l'ère Stan Van Gundy. C'était en 2011-2012. Une éternité. Oui, une éternité. Pour la NBA, ils ont enchaîné les coachs. Jack Vaughn, regardez là, James Borrego était passé, Scott Skiles, Frank Vogel et donc Steve Clifford qui a fait de très très bonnes choses. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'Evan, qu'on a reçu à la House Factory, enfin, on est allé à la House Factory lors de son camp pour lui poser quelques questions, nous avait répondu alors, qu'est-ce qu'il a changé, Steve Clifford, cet été? Il a révolutionné un peu la façon dont on fonctionnait. Pas que les systèmes, etc. C'est vraiment dans le management, dans la relation avec les joueurs, dans sa vision de l'équipe. Puisque dans le fond, on a le même effectif que l'année dernière. Donc voilà, il a clairement fait un très gros boulot. Il faut lui donner beaucoup de crédit à lui et à son staff. Et comme je t'ai dit, c'est une des raisons pour laquelle on a beaucoup d'espoir. Parce que l'année prochaine, ce sera la première année où on aura un coach comme ça 2 années de suite. Presque le même effectif, changement de coach. Tu passes d'une équipe moribonde à une équipe de play-off. Oui, le facteur coach est important, Erwan. Ouais, alors Steve Clifford avait fait un peu la même chose avec les Hornets de Nicolas Batum, qu'il avait aussi envoyé en play-off. Il n'avait pas réussi à confirmer la saison d'après. Je dis ça, je dis rien, parce que c'est toujours pareil. Être une surprise, c'est jamais le plus dur. Le plus dur, c'est de confirmer. Maintenant, on a l'impression que quand on voit le dernier été passé, on a quand même le GM Jeff Weltman a quand même. John Hammond, hein, John Hammond plutôt, non? Non, Jeff Weltman, il fait quoi alors? Lui, il est où? Président, bref. En tout cas, on a l'impression qu'ils ont plutôt bien géré le cas Vucevic. Ils ont plutôt confirmé des mecs qui avaient été bons l'année dernière. Et puis, ils ont mis ce petit poker sur notre ami Markel Fultz, dont on va parler tout à l'heure. Tout à fait, absolument. Allons sur les arrivées et les départs de cet été du côté d'Orlando. Vous allez voir que ça n'a pas tant bougé que ça. Surtout du côté des départs. Timofey Mozgov n'a pas joué l'année dernière, mais donc il n'est plus dans l'effectif. Belle arrivée d'Al-Farouq Aminu, ça va être intéressant de voir. Mais bon, profondeur de banc direct. Et Chouba Okeke qui s'est fait les croisés. On verra s'il peut jouer. Président des opérations basket. Président des opérations basket, tout à fait. John Hammond et donc le GM. C'est ça. Donc les prolongations, et ça va être très intéressant de le voir, parce que ce ne sont que des joueurs intéressants et importants. Nikola Vucevic a signé pour $100 millions. Alors qu'il pouvait espérer 190 millions de dollars. Bien joué des deux côtés. Terence Ross, le pétard ambulant du banc, c'était important de le garder. Michael Carter-Williams en backup, on va en parler aussi. Et très bon là, sur la deuxième partie de saison. Tout à fait, absolument. Donc c'est une équipe qui a été confirmée. Tu m'étonnes, au vu de la bonne année, c'était normal. Mais bon, il y avait toujours des interrogations. Vucevic qui s'est fait démonter en play-off. On devait se poser la question de est-ce qu'il le laisse partir? Est-ce que lui allait espérer ailleurs? Ils se sont mis d'accord sur un contrat très intéressant pour le Magic. C'est un contrat dégressif, c'est-à-dire que l'année prochaine, il va prendre 28 millions, mais dans 4 ans, enfin dans 3 ans, 4 ans, pour sa dernière année, il sera entre guillemets qu'à 22 millions de dollars. Donc tout le monde avait l'air très content de cette prolongation. Je pense que les playoffs, ça a peut-être, je sais pas, mais je spécule là-dessus, peut-être que sa confrontation playoff où il s'est fait cibler, on a vu les limites un peu aussi de Nikola Vucevic. Quand je dis les limites, c'est les limites à très haut niveau, c'est-à-dire que tu peux pas construire qu'autour de lui. Donc c'est bien, c'est pour ça que ce contrat, il est très intéressant. Evan Fournier avait déclaré avant les tractations que si Nikola Vucevic partait, c'était vraiment dans la mouise. On rappelle que Vucevic est All-Star l'année dernière. C'était une catastrophe pour le Magic, et je crois que c'est là qu'on a vu toute l'intelligence aussi de Nikola Vucevic, qui veut clairement s'installer dans ce nouveau projet du Magic. 100 millions sur 4 ans, c'est très bien. Ça laisse de la marge financière pour d'autres venus. Donc voilà, c'est intéressant. Il met pas la franchise la tête sous l'eau, quoi.
Absolument, absolument. Mais après, j'imagine qu'à 25 millions de dollars la saison en moyenne, va, il va se on est sortir, plutôt heureux dans la vie. Mais en tout cas, il a fait ce choix-là. Après, il y a peut-être une réalité aussi du marché. Je ne vois pas quelle autre équipe aurait pu lui donner Le max. 190, 150 millions Non. à notre ami Vucevic. Donc, a priori, c'est une super prolongation de monsieur le Monténégrin. Je voulais absolument qu'on parle d'Aminou, parce que ça va nous amener au sac majeur. Aminou ne sera pas... 1, 2, 3. Al-Farouk Aminou ne sera pas dans le sac majeur, mais ça va apporter de la profondeur de banc. Et c'est des mecs que tu ne re-signes pas très cher non plus. Des 10 millions à la saison, 13 millions à la saison. Pareil pour Terence Ross. C'est ça qui fait que tu progresses dans un effectif. Vraie expérience déjà, donc pareil dans le vestiaire on imagine qu'il va parler. Et puis sur le terrain, c'est des mecs quand même qui ont connu des grandes joutes de play-off, qui sont et dans chaque. Tu sais, j'aime bien ces joueurs-là, partout où ils passent, ça se passe bien. Voilà, il est passé par les Clippers, il est passé par Portland. Quand il est parti de Portland, Damien Lillard lui a rendu hommage. Voilà, c'est des gens, c'est des soldats de l'infini, défenseurs capables de scorer, les bonsoirs. Et c'est des mecs voilà, qui vont amener une touche supplémentaire, un peu plus d'expérience à une équipe quand même un peu jeune. Et il fallait aussi amener ça un petit peu d'expérience pour franchir un step. Voilà, donc on fait gagner. En récupérant Minou, tu gagnes un petit peu de temps dans ton projet. Absolument. Allons sur le sac majeur. Voici ce qu'on vous a concocté. On n'a absolument rien inventé puisque ça va être le même que l'année dernière. DJ Augustine qui sort d'une très bonne saison en tant que meneur titulaire. Evan Fournier dans le poste 2. Stop les bêtises au poste 3. Aaron Gordon sera plutôt poste 4 et Jonathan Isaac poste 3. Mais bon, a priori, ils sont interchangeables. Et Nikola Vucevic sera donc encore une fois titulaire sur le poste de pivot. C'est une équipe qui a très bien marché d'un côté du terrain. Il y a un chantier quand même côté offensif. Mais bon, on repart avec une équipe qui a gagné. Ouais, on repart avec une équipe qui a gagné. On voit qu'il y a des armes défensives. Jonathan Isaac, l'année dernière, très intéressant. On a vu une belle consistance à 3 points. Il va continuer à progresser. C'est des mecs qui ont encore une marge de progression énorme, des beaux athlètes aussi capables de défendre de manière très intéressante. Donc Jonathan Isaac, l'année dernière, j'avais bien aimé. Et Aaron Gordon, enfin, il y a un an, on lui avait filé un contrat. Et enfin, lui, il est installé. Ça y est, on n'est plus en train de le bazarder entre un poste ici, un poste là. Il s'est vraiment, lui aussi, installé, trouvé avec Steve Clifford. D'ailleurs, il fait une belle saison, pareil, des deux côtés du terrain, je trouve. Non, après, il va falloir peut-être un petit peu plus de système. On a vu qu'il y avait beaucoup de systèmes pour les postes 2, sur des remontées avec Evan notamment. Peut-être maintenant, essayer d'avoir des systèmes un peu plus sur du post-up pour un peu alterner. Moi, j'ai aussi l'impression que l'évolution de cette équipe, avant de parler de Markel Fultz et du poste de meneur de jeu, elle passe par Aaron Gordon. Toi, tu me dis qu'il fait une bonne saison. Alors oui, on regarde ses stats, c'est très intéressant. Le truc, c'est qu'il a signé un super contrat, qu'on lui a fait confiance et qu'on est en droit d'attendre mieux d'un joueur comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son problème, c'est l'adresse et c'est les choix quand même en attaque. C'est un physique hors norme, il est capable de faire plein de trucs, c'est un slasher et ainsi de suite, mais si le Magic veut espérer rentrer dans le top 5 de la conférence Est, pour moi, ça passe d'abord par une performance plus intéressante, plus consistante sur une saison d'Aaron Gordon. Que tu me dises que tu attends plus d'Aaron Gordon cette saison, que tu attends plus d'Aaron Gordon cette saison, je suis complètement d'accord avec toi. Que tu me dises que la saison dernière, tu es presque, alors tu l'as pas dit, mais j'ai senti un peu ça, que tu étais un peu sur ta fin sur Aaron Gordon. Oui, bien sûr. Tu vois une évolution par rapport à avant, mais c'est pas encore non plus. Moi, je te trouve un peu dur, ça reste des jeunes joueurs. Et moi, ce qui est intéressant avec les jeunes joueurs, c'est la progression. Alors, elle n'est pas comme ça. Mais elle est comme ça. Ah ouais. Donc, elle augmente. Et donc, moi, je trouve que l'année dernière, quand même, il s'est installé. Alors, certes, il y a du déchet, mais on l'a senti quand même commencer à voir son gros potentiel. Et donc, cette année, on attend forcément mieux. Mais je pense qu'on aura le droit à mieux d'Aaron Gordon cette saison parce qu'il est installé. On lui a filé un contrat. Il s'est bien trouvé avec le coach. Et on lui file des ballons. L'année dernière, il a eu quand même pas mal de ballons à jouer. Absolument. Voilà, je pense que moi, on verra encore un meilleur Aaron Gordon que la saison dernière. Mais sa saison dernière, pour moi, m'a plutôt rassuré parce qu'il est enfin installé. L'année dernière, c'est 78 matchs pour Aaron Gordon, 33 minutes, 16 points, 7,4 rebonds, 3,7 passes. Ça, c'est très intéressant. Ajouter à ça 2 paires de balles par match, mais forcément, parce qu'il a la balle dans les mains et on lui demande pas mal à la création. D'ailleurs, je pense que c'est clairement le problème de cet effectif, c'est que ça manque de création. Aujourd'hui, soit tu l'as dit, soit tu donnes un ballon à Vucevic en bas sur du post-up, qui est capable de faire des skip pass, qui est capable de jouer en face-up ou faire des petits hooks, clairement. Ensuite, c'est directement Evan Fournier qui est à la création, on en parle dans le joueur à suivre. Mais après, ça manque. DJ Augustine est capable d'écarter les défenses. Ouais, mais c'est un scoreur tu vois, qui n'a pas du tout créé pour les autres, et surtout qui est à l'opposé, qui va mettre des tirs ou sur du pick and roll. Rien d'autre. Jonathan Isaac, tu peux pas lui demander ça, et Aaron Gordon non plus, finalement. Donc ça manque cruellement de création. Non, mais c'est qui doit créer finalement? Un meneur de jeu, peut-être. Ben voilà. Un meneur de jeu. Le poker, c'est Markel Fultz. Alors vous avez mis on a mis Didier Augustine. C'est lui le meneur de jeu titulaire pour l'instant. Pour l'instant, moi je pense que si Markel Fultz revient en pleine bourre, très vite, on va basculer. Et on sait que cette équipe du Magic, tu l'as dit, tu viens de faire un état des lieux de l'effectif, ils ont besoin d'un meneur.
au sens propre du terme. Alors Didier Augustin, jamais de la vie, on va le condamner parce que c'est un super meneur de jeu, backup. Il a toujours fait. Alors l'année dernière, il a fait le taf et on se souvient de ce match 1 qu'ils vont gagner à Toronto. Il est magnifique, mais pendant toute la saison, l'année dernière, il est très bon. Mais je trouve que si cette équipe doit franchir un step, ça doit d'abord passer par un meneur de jeu un peu plus consistant, où il y a un peu moins up and down qu'est Didier Augustin. Et Markel Fultz, c'est un nouveau challenge pour lui. Au Media Day, il a dit qu'il était prêt à jouer, qu'il ne s'est jamais senti aussi bien depuis qu'il a été drafté. Tant mieux pour le Magic, mais je crois que nos regards doivent se tourner vers lui et les regards du Magic aussi. C'est lui qui doit aussi permettre à cette équipe d'être un petit peu mieux équilibrée offensivement. Le truc de Markel Fultz, c'est qu'il a un style totalement différent de Didier Augustin. Didier Augustin, quand je vois ce 5 majeur, et au vu de la saison d'Evan, on va en parler, il n'y a pas de shooter fiable. Le seul... Ah si, il y a Vucevic qui peut mettre dedans, mais bon, c'est un pivot. C'est Didier Augustin. Si demain, Markel Fultz arrive avec ses qualités, percussion, fort en transition, all-around, capable de prendre des rebonds, faire des triples-doubles, faire jouer les autres, mais dont la qualité première n'est clairement pas le shoot extérieur. En tout cas, en NCAA, il était capable, mais bon, depuis qu'il est au NBA, il peut même pas mettre un lancer franc, le gars. Le truc, c'est que ça peut aussi avoir un impact clair sur le spacing de cette équipe-là. L'année dernière, il y a un mec quand même qui lui a réussi enfin à s'installer. On a remis comme il était un petit peu à Toronto, c'est Terence Ross. Lui amène un petit peu de tir extérieur. Evan, il nous avait confié aussi que la saison dernière, il avait vécu sa meilleure saison, qu'il n'avait pas été très adroit. Mais mine de rien, quand je le vois à la Coupe du Monde, Evan, il a droit de revenir ce qu'il a été il y a 2 ans avec un peu plus d'adresse. Ils ont ces mecs-là qui peuvent mettre. Alors effectivement, on n'est pas sur du Kyle Korver, on n'est pas sur des shooters purs. Mais je pense qu'avec Terence Ross, qui l'année dernière était très bon, et Evan Fournier, qui ne va pas refaire une saison avec des pourcentages un petit peu en berne comme ça, ils les ont, les mecs capables de sanctionner au large. Jonathan Isaac peut aussi mettre. Alors, ils n'ont pas de vrais spécialistes. À 32%, ils n'ont pas de vrais spécialistes, mais tout le monde peut mettre. Donc, des fois, c'est une manière de compenser. Ça peut être une manière de compenser. Ouais, peut-être en pro, enfin en JP League, mais pas en NBA. En NBA, en général, vaut mieux avoir des mecs fiables. Ce 5 majeurs, on en a parlé, ça peut manquer un peu de création, mais en tout cas, ils peuvent s'appuyer sur une super défense. Leur banc est quand même super intéressant. En attendant, peut-être Markel Fultz dans le 5 ou pas dans le 5. En tout cas, avec un impact. Michael Carter-Williams, Terence Ross, tu en as parlé, Alfaro Camino, Jonathan Isaac qui va être très cool là-dessus aussi, et surtout Mobamba qui est parce qu'on parle de Markel Fultz, mais Mobamba, ils ont décelé en lui un énorme potentiel. S'il arrive à être consistant toute une saison, s'il arrive enfin à enchaîner les matchs et donc à avoir de l'impact surtout du côté défensif, ça peut être vraiment un énorme problème pour les adversaires sur cette seconde unité. Alors, il y avait une énorme hype et beaucoup d'attentes autour de Mobamba. 47 matchs seulement la saison dernière, donc beaucoup blessés ou benchés même par moment. Parce que, en même temps, c'est un rookie. Son concurrent fait une saison de All-Star. Donc, pas simple pour notre ami Mo. Maintenant, moi, les attentes que j'avais il y a un an sur Mobamba, je les ai toujours. Je pense qu'il peut lui aussi amener pas mal de choses défensivement, amener d'autres options. Jouer avec Mobamba ou jouer avec Vucevic, c'est quand même pas le même basket. Et donc, c'est bien que Steve Clifford puisse compter sur Mobamba cette saison, on l'espère vraiment, pour avoir des fois peut-être un 5 un peu plus défensif et qui court aussi avec un grand pivot qui fait du cercle à cercle et qui va chercher les ballons tout là-haut. Il n'a fait qu'une année de NBA. Une année de NBA, c'est absolument rien. Il n'est pas physique. Il est possible qu'il éclate maintenant. Il est possible qu'il éclate dans 4 ans. Il est possible qu'il aille en Chine un jour. Voilà. Non, mais c'est la réalité. On va pas lui souhaiter. Non, bien sûr, mais je veux dire, tout est possible. En tout cas, il a un énorme potentiel et ils ont, comme tu dis, 2 options totalement distinctes sur le poste de pivot et c'est très intéressant pour Steve Clifford. Mais on espère en tout cas qu'il va être en forme, qu'il va être physiquement prêt à jouer et qui pourra être une vraie deuxième option derrière Nikola Vucevic sur le poste de pivot, pas deuxième option offensive, évidemment. Oui, absolument. Allons sur les joueurs à suivre. On n'a rien inventé. On va parler d'Evan Fournier qui nous a dit il y a quelques temps qu'il a effectué sa meilleure saison en carrière. Eh bien, regardez ce qu'il nous avait répondu. C'était à l'Obs Factory. Mon rôle n'a pas changé par rapport aux années précédentes. Toujours le même temps de jeu, je tire autant de fois la balle. C'est juste que j'ai vraiment eu une panne d'adresse cette année qui m'a beaucoup frustré. Mais c'est assez paradoxal parce que j'ai l'impression d'avoir fait ma meilleure saison en carrière en fait. Plutôt consistante. Sur tous les autres aspects du jeu, j'ai très bien défendu. J'étais vraiment mieux à la passe, au rebond, à la création. Et juste qu'au niveau de la finition, j'étais pas là, quoi. Donc ça m'a beaucoup frustré, mais j'ai l'impression d'être un meilleur joueur que l'année dernière. Pourquoi il dit ça ? Ça se passe en chiffres. L'année dernière, il y a 15,1 points, à 3,6 passes, 3,2 rebonds, à 43,8% au tir. C'est pas beaucoup, et 34% à 3 points. Juste en comparaison, l'année d'avant, il était à 17,8 points. Vas-y, laisse comme ça on peut faire la différence. 17,8 points, 2,9 passes, 3,2 rebonds, à 45,9% au tir et 38% à 3 points.
C'est une réalité, c'est un meilleur joueur. Même du côté défensif, il en a parlé pendant la Coupe du Monde, on sent qu'il a clairement progressé de ce côté-là du terrain. Déjà parce qu'il a arrêté de défendre sur les postes 3 comme LeBron et KD. De le mettre sur un poste 2, c'est un peu mieux pour lui. Et surtout, ça s'est matérialisé qu'il avait franchi un cap, qu'il se sentait mieux, un meilleur joueur, ça s'est matérialisé avec la prise de pouvoir avec l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. On a quand même vu un Evan Fournier, donc, qui finit dans le meilleur 5, énorme pendant cette Coupe du Monde. Absolument. Donc ça s'est... Il y a eu une panne d'adresse la saison dernière, mais les pannes d'adresse sur ces mecs-là, ça ne dure pas des années. Donc voilà, il y a eu une saison où il a mis un peu moins dedans. Je suis persuadé que cette année-là, avec la Coupe du Monde, il va retrouver son adresse et il va de nouveau se rapprocher des 20 points de moyenne. Et alors, il y a un truc qui est vrai avec les joueurs internationaux, c'est que quand ils reviennent à NBA, ils sont super forts en Cannes. Après, on verra, parce que la débauche d'énergie en Chine, quand ils sont rentrés, ils étaient tous rincés, ils avaient des poches sous les yeux, incroyables. Ils sont reposés en plus, dès qu'ils sont rentrés à Paris. Ouais, il fallait bien extérioriser tout ça, mais voilà, je suis persuadé qu'il va attaquer la saison très fort. Après, on verra s'il tiendra la distance. En attendant, et tu parles de prise de pouvoir, la prise de pouvoir, elle est aussi au Magic, parce que lorsque tu mets deux buzzer beaters dans l'année, que c'est à toi, même si ça fait quelques saisons, mais c'est à toi qu'on donne les derniers ballons et que tu vas en play-off, ça valide clairement une progression. Et quand il dit c'est ma meilleure saison en carrière, si ils avaient fini 12e encore de la conférence Est, il aurait dit c'était une année de merde. La réalité, c'est que quand tu gagnes des matchs et que tu es autant influent dans une équipe, eh bien, tu ne peux dire seulement que voilà, c'est la meilleure saison en carrière. La chance qu'on a, c'est qu'on l'a chaque année, Evan. Donc on l'a eu il y a 2 ans, il était dépité. On l'a eu il y a 1 an, il était dépité. On l'a eu cet été, il était content. Et le changement entre ces trois interviews, c'est les playoffs. C'est parce qu'il était tellement frustré. On avait parlé avec lui à Los Angeles pendant le All-Star Game. Ça le rendait fou dès le mois de janvier, même décembre, de se dire on n'ira pas en playoff cette année. C'est un compétiteur, on l'a vu avec la Coupe du Monde. Et c'est un mec qui découvre les playoffs. Il voulait faire ça. Par contre, quand tu lui parles de la séance de la confrontation en play-off, il est très frustré. Il se dit, on s'est fait marcher dessus, on gagne le premier et après on n'a pas su répondre, on n'a pas été assez fort, assez dur. Et du coup, il sort de cette saison en se disant, c'est bien qu'on soit là en play-off, mais on n'a pas été bon en play-off, il faut qu'on y retourne pour qu'on soit meilleur. Et ça, c'est Evan Fournier. Voilà. Tout à fait. Evan, on lui souhaite une très bonne saison l'année prochaine avec de l'adresse, mais toujours son côté bon sur pick and roll, capable d'aller au cercle, capable d'aller chercher des fautes, son step back qui ne cesse de progresser aussi. Et donc, dans les grands moments, c'est à lui qu'on donne la balle. Malgré tout, il est devenu seulement le 3e scoreur de l'équipe, alors qu'on sait que c'était lui le top scorer pendant ces 2 dernières saisons. Ça va être cool de le voir encore une fois avec son pote francophone, Vucevic, et se charrier sur Twitter, charrier aussi Rudy Gobert sur Twitter. C'est pour ça qu'on aime Evan. Allons sur les petits pronos. L'année dernière, 42 victoires. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux le Magic ? Je pense qu'on va rester autour de ça. Plus de 50% de victoires. Donc oui, 42, 44, allez, pourquoi pas. 46, soyons fous. Avec une progression. Moi, je crois que cette équipe, elle est vraiment sur une pente ascendante. J'espère que Steve Clifford va réussir à continuer à maintenir l'exigence qu'il avait réussi à maintenir l'année dernière. Moi, je te dis, avec les Hornets, il avait fait ça, on se disait, mais voilà, c'est bon, les Hornets, il les a mis sur la carte, c'est parti pour 3-4 ans. Et en fait, c'est reparti rien du tout. Donc, il a eu des problèmes de santé, Steve Clifford, certes, mais j'ai envie de... Alors, c'est pas les San Antonio Spurs, la preview, mais voilà, donc j'espère que... Moi, je pense que je les vois aller 6-7 encore, peut-être les gagner une place dans la conférence Est et être 6e. D'accord, 6e pour le Magic, moi aussi. À part ce petit doute sur la confirmation, je ne vois pas comment... Bah ouais, mais même sans Markel Fultz, en fait. Ils n'ont pas eu besoin l'année dernière de Markel Fultz pour aller en play-off. Ils ont une meilleure équipe, une meilleure profondeur de banc, une année de plus, des leaders. Il n'y a personne qui s'est barré. Enfin, Terence Ross, la réconciliation de Terence Ross, de Vucevic, l'arrivée d'Amino, pour moi, c'est une vraie progression. Si Markel Fultz devient un joueur de basket, en fait, tout simplement, ce sera une petite pierre en plus. Donc, je suis d'accord avec toi. Je me dis qu'ils ne seront pas loin des 45 victoires. Si en attaque ça se décante Pour finir, pour marquer le foot, il va jouer. Alors je sais pas, la première fois c'est sorti, il va où il l'aura joué contre les Spurs. Il est prêt à jouer en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc ça va être très intéressant de le suivre dès la pré-saison. Moi je reste persuadé que si ce mec-là peut jouer à 100%, ça va aider tout le monde. Au moment où on enregistre, je crois, je suis sûr, il n'a pas encore joué. Il n'y a eu qu'un seul match de pré-saison, c'était les Sharks contre les Rockets. Donc s'il a mis 25 points lors de son premier match de pré-saison, vous nous voyez déjà. Ça sera désolé. Ça sera tout à fait. C'est le
4 septembre, 4 octobre, je crois, 4 ou 5 octobre. Bref, voilà, on a fait le tour sur cette équipe du Magic d'Orlando. Demain, une très bonne équipe dont on va devoir, sur laquelle on va devoir se pencher, c'est évidemment les San Antonio Spurs avec un super duo entre DeRozan et Aldridge qui sont peut-être sur la fin. Tant que ça, c'est super. Bah oui, c'est un super duo, un duo de play-off en tout cas. Ah, j'en connais d'autres qui ont des super duos mais qui vont pas en play-off. Hein. D'accord, on en reparle demain. On en parle demain à 10h. Allez, bonne journée, ciao à tous.